L'histoire que je vais vous conter s'est passée à quelques lieues de Québec, à l'automne de 1665. Vous avez vu des loups-garous depuis que vous êtes débarqué? Je crois tout ça comme si c'était vrai. Si vous êtes sains et saufs, c'est grâce à Brenham. C'est quoi cette blessure-là? Je pense qu'il est mort. Je sais pas. On va questionner sa tête là-bas. La mort ne sera pas impune. Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut. C'est quoi ce film-là? C'est... Tu me fais peur? Le poil de la bête. Maman, le poil de la bête. Le poil de la bête. Les esthéticiennes seront pas heureuses. Non, c'est ça. C'est un film qui prend l'affiche, en fait, vendredi. Oui. Et qui nous raconte, en fait, une histoire de loup-garou. Grosso modo, le synopsis, on a un individu, Joseph Côté, qui est incarné par Guillaume le Métivierge, qui est une sorte de séducteur que l'on retrouve au début du film. Donc, il est incarcéré, il est en prison, et puis il va s'évader. Et au gré de sa fuite, il va prendre l'identité du père Brindamour, un jésuite doublé d'un chasseur de loups-garous. Et là, évidemment, cet individu va trouver refuge dans la seigneurie de Beauport, qui s'est arrangé un peu avec le gars des vues, et est aux prises avec des loups-garous. Alors là, notre individu, Côté, alias Brindamour, va devoir s'improviser à son tour chasseur de loups-garous et va devenir un peu bien malgré lui un héros. Alors, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que l'action se déroule sur un fond de Nouvelle-France en 1665. Ce qui est assez étonnant parce que généralement, lorsque l'on parle de films de loups-garous, l'action se déroule toujours en Europe. Et pourtant, ici au Québec, on a toute une culture, en fait même au Canada, mais en particulier au Québec, on a toute une culture qui est liée au loup-garou. Dans la région de Sainte-Adèle, par exemple, on a le mont du loup-garou. On raconte qu'autrefois, des chasseurs auraient été attaqués par un loup-garou et ils auraient été tués. On a dans le comté de Bellechasse le rocher du Malin. On raconte que si on s'y trouve la nuit, on pourrait être attaqué par un loup-garou. Et il y a quelques années, dans les années 80, le gouvernement canadien avait émis une série de timbres avec des créatures qui ont joué un certain rôle dans l'imaginaire populaire. Et parmi ces 4 timbres, il y avait bien sûr le kraken, la pieuvre géante qui entrait les eaux au large de Terre-Neuve. Il y avait le Sasquatch, le célèbre, l'abominable homme des bois d'Amérique. Il y avait le monstre Ogopogo qu'on retrouve dans le lac Okanagan, un monstre aquatique. Et bien sûr, le loup-garou, si cher à la culture québécoise. Donc, c'est ce qui est intéressant dans ce film-là. Mais évidemment, quand on regarde ce récit du loup-garou, il y a les endroits que je t'ai mentionnés, mais tu savais que la Gazette de Québec avait publié dans les années 1760, aux alentours de 1765 à peu près, le récit voulant qu'un loup-garou hante les terres dans la région de Kamouraska. En fait, le journal, à 2 reprises, va parler du loup-garou du Kamouraska. Il le décrit, bien sûr, sous sa forme humaine, comme un mendiant, beau parleur, mais, nous rappelle la Gazette, il faut s'en méfier parce qu'il devient une créature nocturne diabolique et mieux vaut s'en tenir loin. Et l'article fait également référence en nous disant cette créature est aussi dangereuse que la bête mystérieuse apparue sur les terres du Gévaudan en France. En Gévaudan, c'est pas des dentistes, là, Gévaudan. C'est un ancien comté de la France qui aujourd'hui est la Lozère. Et c'est vrai qu'entre 1764 et 1767, une bête mystérieuse y est apparue et a dévoré de très nombreux citoyens et habitants. Et on y reviendra à la bête du Gévaudan si on a le temps. Restons avec nos loups-garous. Parce que la grande question, c'est de se dire, OK, tout ça fait partie de la culture, mais est-ce que ce sont des récits dignes du Père Noël ou est-ce qu'il y a un fond de vérité derrière tous ces récits de loups-garous? En fait, la croyance en le loup-garou, ou la croyance en l'idée qu'on peut s'incarner sous les traits d'un animal, c'est très ancien. En fait, c'est propre à toutes les cultures et ça remonte à la nuit des temps. Et quelque part, probablement, là-dedans, il y a un lien avec une forme de croyance spirituelle. Tu sais, par exemple, que dans l'Égypte antique, on croyait que l'âme errante pouvait s'incarner sous les traits d'un animal. Un alligator, un chat, bon. Donc, cette idée-là, cette idée que l'âme puisse se réincarner comme ça, sous les traits d'animaux, on appelle ça la métampsychose. Donc, l'idée que l'homme ou l'âme humaine se réincarne uniquement dans un être humain, c'est
c'est un concept assez récent qui est apparu, je fais un petit aparté ici, là, mais qui est apparu uniquement dans la deuxième moitié du 19e siècle avec les enseignements d'un professeur, un instituteur français du nom de Hippolyte Rivail, qui avait pris le nom de médium d'Alan Kardec. Et c'est les enseignements de Kardec, donc, qui disaient « Oui, c'est beau, mais si on meurt, l'âme, oui, va migrer, mais elle va migrer vers un autre être humain. Elle ne migrera pas dans un animal. » Mais si on regarde dans les connaissances, la culture très ancienne, on croyait que l'âme pouvait se réincarner sous les traits d'un animal. Donc ça, c'était pour la croyance spirituelle. Mais il y avait aussi la croyance où l'être vivant pouvait réellement s'incarner sous les traits d'un animal. Donc se transformer en un animal. Alors aujourd'hui, quand on regarde tout ça, est-ce que c'est possible? Pourtant, on a l'impression qu'au Moyen Âge et à la Renaissance, il y a des récits qui vont dans ce sens-là. La médecine, bien sûr, s'est penchée là-dessus et a quand même isolé 3 pathologies qui pourraient correspondre ou qui pourraient avoir alimenté des récits de loup-garou. Donc, on va passer, si tu le veux bien, ces 3 maladies. La première est l'hypertrichose. C'est une maladie, c'est un dérèglement hormonal qui se caractérise chez le malade par l'apparition d'un système pileux très envahissant. En même des parties... On en connaît de ça. J'ai eu une blonde comme ça. C'est chaud l'hiver, hein? Mais tout ça pour dire que même les parties glabres du corps, hein, comme par exemple le dessous des yeux ou les arêtes du nez, par exemple, vont se couvrir d'une fourrure dense. Hein. Si les gens qui nous écoutent à la maison veulent savoir à quoi peut ressembler l'hypertrichose, on a des exemples récents assez célèbres. C'est laid, ça. Oui. On a en fait, par exemple, deux gamins qui ont grandi dans la banlieue de Mexico. Bon, des gamins aujourd'hui, ce sont des adultes. On les appelle les Wolf Boys. Ils font partie du cirque de Mexico. Ce sont des trapézistes, des acrobates, et il suffit simplement de taper dans un moteur de recherche, là, Wolf Boy, Mexico Circus, ou Frères Gomez, parce que leur vrai nom, c'est les Frères Gomez, et les gens verront à ce moment-là à quoi peut ressembler l'hypertrichose. Et effectivement... Le Doc Mayou est atteint de ça. Ah oui? Ben oui. Il y a de la barbe jusqu'en dessous des yeux. Il y en a un peu. Je te dis, mais je pense qu'il se fait épiler un petit peu le nez. Mais bon, ça longtemps. Donc ça, c'est la première maladie, donc l'hypertrichose. Elle est suivie ensuite d'une autre maladie. Évidemment, les maladies que je te mentionne, ce sont des maladies excessivement rares. C'est excessivement rare. Notre deuxième maladie en liste, c'est la porphyrie de Gunther. Bon, les porphyrines, ce sont des enzymes que l'on retrouve dans le sang qui sont liées au mécanisme de transport de l'oxygène dans le sang. Donc, lorsque le système se dérègle et le corps est envahi par ces porphyrines, alors le sujet va développer des symptômes qui ont peut-être alimenté certains récits de loup-garou. Ces symptômes, c'est d'abord les muqueuses, par exemple, vont reculer. Donc, la bouche va devenir une légère fente. Hein. Les gencives vont reculer, vont permettre de voir davantage les dents. Le fait que l'individu va souffrir de jaunisse à répétition, les yeux vont se colorer jaune, comme un loup, par exemple. Ces gens-là deviennent hypersensibles à la lumière, donc ils ne sortent jamais le jour, mais uniquement la nuit, et même l'exposition au jour pourrait entraîner des brûlures sur la peau, sur l'épiderme. Donc les récits de le vampire qui brûle quand il est soumis à la lumière du jour ou le loup-garou pourraient avoir été alimentés par des gens souffrant de la porphyrie de Gunther. Il y a aussi une perte d'élasticité de la peau, donc le visage va se creuser avec des rides profondes, et même dans des cas extrêmes, on va voir apparaître sur le visage de ces individus de longs poils argentés. Donc, évidemment, mis tout ça ensemble, tu as des bons récits de loup-garou. Et puis, notre dernière maladie, elle est essentiellement d'ordre psychologique, c'est la lycanthropie. Elle est caractérisée par une psychose à travers laquelle les patients, les malades, croient réellement pouvoir se transformer en loup-garou et bien sûr, ils vont adopter un comportement digne de leur croyance. Et on a 2 beaux exemples que je vais citer ici qui sont caractéristiques de la lycanthropie. Le premier, c'est le cas de Jean Grenier. On se trouve au début des années 1600, en France, dans la région de Bordeaux. Des jeunes filles sont assassinées et mutilées. Au départ, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de loups dans les forêts, les médecins, les policiers croient qu'il s'agit d'attaques par des carnassiers, par des prédateurs. Mais rapidement, on constate que certaines mutilations semblent trop bien ordonnées pour être simplement celles de loups. Alors, éventuellement, on va arrêter un adolescent de 14-15 ans qui s'appelle Jean Grenier. Et à son procès, Grenier va dire, il va se reconnaître coupable de ces atrocités, mais il va dire, il a un élément pour sa défense,
il se transforme en loup. Grenier va raconter qu'il a été amené dans un boisé, qu'il a rencontré le diable, qu'il l'a ensorcelé et que depuis il se transforme en loup et a ce besoin de se nourrir de chair humaine. Grenier, ce qui est très intéressant ici, c'est parce qu'on est en 1600, au début des années 1600, c'est la Renaissance, c'est la grande période des chasses aux sorcières, et malgré ça, Grenier ne sera pas envoyé au bûcher. Les médecins vont conclure que l'individu souffre d'une maladie mentale, même si quand on lit les récits du procès, on a l'impression que les juges croyaient que Grenier avait le pouvoir réel de se transformer en loup. Mais quoi qu'il en soit, Grenier est considéré comme un malade mental et c'est peut-être la première fois dans l'histoire où cette maladie, la lycanthropie, est reconnue par un groupe médical et on va envoyer finalement notre Jean Grenier dans un monastère où il va finir ses jours en 1610. Il n'est âgé à ce moment-là que de 21 ans. Donc ça, c'est notre premier récit de lycanthropie. On a un autre récit célèbre, celui-là, à mon avis, plus intéressant parce que beaucoup plus spectaculaire. On se retrouve donc, on est à la fin des années 1840 dans la région d'Al-Aziz en Espagne. Al-Aziz, ça se trouve dans le sud de l'Espagne. Alors là, encore une fois, on a des femmes, des enfants qui sont assassinés, en fait, qui sont mutilés, retrouvés mutilés. Et très rapidement, on croit bien sûr à des loups, puisque les forêts aux alentours sont remplies pullulent de loups. Mais il y a encore une fois, il y a des médecins qui se penchent sur ces cadavres et trouvent que certains d'entre eux ont été assassinés ou présentent des mutilations presque chirurgicales. Les chairs n'ont pas été déchirées, mais coupées à l'aide d'un objet tranchant. Alors, en septembre 1852, on va procéder à l'arrestation d'un vendeur itinérant, Manuel Romasanta. Romasanta va d'un village à un autre à bord d'une sorte de petite charrette, un peu comme celle qu'on imagine au Romanichel. Donc, il va d'un village à l'autre et vend des savons. Donc, on arrête, en septembre 52, on arrête ce Romasanta et il est accusé formellement de 14 assassinats. Durant son procès, Romasanta va reconnaître 9 des assassinats. Mais encore une fois, à l'image de ce Jean Grenier, il dit « Mon excuse, c'est que je suis un loup-garou ». Alors là, évidemment, coup de théâtre. Et après, à l'issue de ce procès, Romasanta, parce que bon, même s'il se transformait en loup-garou, notre ami Romasanta gardait quand même certains aspects humains, puisqu'il prenait de la chair sur ses victimes, l'amenait dans sa petite carriole, faisait fondre tout ça et l'incorporait au savon qu'il vendait. Donc Romasanta devient d'une certaine façon le premier tueur en série de l'Espagne, mais il est un tueur en série loup-garou. Il est condamné à mort parce que, bon, le loup-garou n'est pas une excuse pour échapper à une condamnation à mort. Et à l'époque, en Espagne, le condamné était attaché à une sorte de pilori. Le bourreau passait derrière lui mettait un garrot autour du cou et l'étranglait. Donc, c'est la méthode de mise à mort à laquelle on condamne Romasanta. Mais au moment, quelques jours avant l'exécution, la reine d'Espagne, Isabelle II, va intervenir et à la demande de ses médecins, va demander à ce que les autorités judiciaires sursoient à l'exécution et Romasanta va voir sa condamnation à mort transférée, muée en une condamnation à perpétuité. Il est transféré dans un pénitencier où, malheureusement, le pénitencier de Celanova n'existe plus aujourd'hui et il n'y a pas d'archives carcérales, donc on imagine sans doute que Romasanta a probablement trouvé la mort dans ce pénitencier quelques années après. Mais c'est encore un cas où on voit ici la lycanthropie qui est associée à des meurtres en série. Et probablement qu'il est là le véritable loup-garou. C'est le tueur en série qui sommeille quelque part dans nos sombres instincts. On s'arrête là-dessus, on est avec Christian Page, puis on revient après la pause. Vous écoutez Guy Trisac, l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots.
Ça va, Christian? T'as mal au ventre? Le Pas de la Bête, c'est vendredi. C'est un film québécois qui porte sur le loup-garou. Exact. C'est quoi le mythe? C'est quoi la réalité à propos du loup-garou, Christian? Comme on l'a vu, il y a probablement des pathologies médicales qui peuvent expliquer certains comportements ou apparitions physiques, là, donc des symptômes physiques qui ont pu, à travers l'histoire, être associés. Le Viagra, l'ecstasy. Oui, effectivement. Mais en dehors de ça, il y a quand même le récit lui-même des loups-garous, donc les gens qui disent, voici, il y a eu un animal mystérieux qui nous a attaqués. En fait, le principal intéressé, c'est le loup lui-même. Tu sais que depuis les années 70, on a une tendance, avec l'avènement du nouvel âge et tout ça, on a une tendance, je dirais, à idéaliser le loup. Hein? On a en fait des beaux petits calendriers, puis des beaux livres avec plein de photos de loups, et on essaie de faire passer les êtres humains un peu comme des méchants individus qui ont conduit les loups, en fait, presque à l'extinction. Dans certaines régions de la France, par exemple, dans les Cévennes, on a dû réintroduire les loups récemment parce qu'ils avaient été chassés jusqu'à l'extinction. Ah ouais. Mais au-delà de ça, c'est vrai il y a quand même un retour du balancier. Oui, on a peut-être diabolisé le loup davantage de ce qu'il était en réalité, mais il faut pas non plus en faire un chat de compagnie. Ben hein? oui. Bon, le loup reste un animal dangereux. En fait, on connaît assez bien les comportements des loups. Lorsqu'ils sont en meute et lorsqu'ils recherchent de la nourriture, les loups n'hésiteront pas à s'attaquer aux êtres humains. Ce n'est pas un petit animal docile. Ils vont s'attaquer. Évidemment, la nature étant ce qu'elle est, par souci d'économie, s'il y a une brebis et un être humain, les loups vont attaquer la brebis. C'est une proie plus facile. Mais on sait que les loups vont attaquer les êtres humains lorsque besoin est, et uniquement pour la France, parce qu'il n'y a pas de chiffres semblables disponibles au Canada. Mais si on regarde la France entre le 15e siècle et le 20e siècle, on a plus de 3000 attaques de loups sur des êtres humains. Et dans certains cas, bien sûr, il y a eu des cas de loups solitaires qui ont attaqué des humains, mais généralement, il s'agissait de loups qui souffraient de la rage ou qui étaient malades. Mais lorsque des périodes, par exemple, particulières, on pense durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu des sortes de procès dans des forêts, des procès expéditifs et des exécutions, les corps étaient laissés là et des loups dévoraient les humains, les cadavres, et prenaient goût à la chair humaine. Alors là, on assistait, dans les semaines, dans les mois qui suivaient ça, on assistait à des attaques de loups. Une bonne idée. Ben oui, bon, évidemment. Donc, ces attaques, faut faire attention. Le loup n'est pas un animal docile, donc il a pu y avoir, à travers l'histoire, des périodes où des loups affamés se sont attaqués à des êtres humains, et ces attaques de loups ont probablement généré des récits de loups-garous. La fameuse bête du Gévaudan, dont malheureusement j'aurais pas le temps de parler, est une exception très particulière. Peut-être dans une autre chronique, je l'aborderai. Peut-être. Et puis ensuite, il y a, bien sûr, les véritables récits. Mais maintenant, que valent-ils? Il y a quelques années, pour le besoin d'une émission de télévision que je tournais, je me suis retrouvé dans la région du lac Blue Sea. Hein. Ça, c'est au nord d'Ottawa, tout près de Maniwaki. Okay. Et puis les gens là-bas me disaient, vous ne devriez pas aller aux côtés du lac Blue Sea la nuit, et en particulier les soirs de pleine lune. Parce que, me disait-on, il y avait un loup-garou qui hantait la forêt. J'ai même rencontré des gens qui, en 1989, me juraient, ils revenaient ce soir-là d'une soirée chez des amis, ils n'avaient pas consommé de drogue ni d'alcool, et ils me jurent qu'en passant près du lac Blue Sea, ils ont vu une créature bondir devant leur voiture. Dans les phares de la voiture, ils pouvaient distinctement la voir, cette créature. Et ils me l'ont décrit, même avec une certaine réticence, parce qu'ils avaient peur qu'on se moque d'eux. Ils me disent, écoutez, cette créature ressemble exactement à ces loups-garous que l'on voit dans les films, comme le film récemment Del Toro avec Hopkins et Del Toro. Donc c'était une créature qui ressemblait à un loup, qui était en tout point semblable à un loup, qui marchait sur ses pattes de derrière. La créature les a regardés dans le phare de leur voiture, a ouvert la bouche, ils ont même pu voir ses crocs et détail. Ils étaient presque gênés de me dire, vous savez, cette créature, Monsieur Page, elle n'avait pas de pantalon, de chaussures, mais elle avait une chemise blanche, rayée, comme on le voit dans les films. Alors évidemment, écoute Benoît, si tu me demandes si je crois au loup-garou, je te dirais non, sauf les soirs de pleine lune, et surtout sur le bord du lac Blue Sea. Ouais. Mais curieusement, le récit coïncidait avec toute une série de récits qui est apparu à cette époque, fin des années 80, au Wisconsin. On a assisté à une recrudescence de récits de gens qui disaient avoir vu des créatures mi-hommes, mi-loups sur le bord de la route, dans la forêt. Il y a même une auteure américaine, une journaliste, Linda Godfrey, qui a publié un ouvrage en colligeant l'ensemble de ces récits sous le nom de Beast of Bray Road, parce que Bray Road étant une route de campagne où ces créatures ont été observées. Alors écoute,
les récits sont là, mais évidemment, il faut être un peu sceptique. Il faudrait avoir le cadavre de l'une de ces créatures pour réellement y croire. Mais oui, il faudrait. Puis c'est comme tes extraterrestres là, en plastique et en rubber. Une dent et un pied. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça tient du folklore. L'histoire ne tient pas la route dans les centres urbains et aujourd'hui. Il faut revenir dans le Werewolf in London, ça se passait dans les années 80. Ouais, en fait, c'est ça. Donc au 19e siècle. En fait, ces grands récits, non, le Werewolf in London, effectivement, dans les années 80, dans les grandes villes. Mais si on parle généralement, lorsqu'on s'entend pour dire que les grands récits folkloriques de loup-garou, ce sont des récits du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et dans la plupart de ces cas, comme je l'ai expliqué, je pense que cette culture-là, mêlée avec des pathologies médicales, ont pu expliquer un très grand nombre de récits loup-garou. J'ai du poil qui me pousse dans le dos. Merci, Christian Page. Ça m'a fait plaisir. Merci à Larry, à Maryse et à François. Demain, midi. Puis ça, c'est Warren Zevon, Werewolf in London. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again.